Bonsoir à tous et bienvenue sur LCI. La motion A est en fait au siège du Parti socialiste. Ce matin, François Hollande a salué la stabilité, la cohérence et la visibilité qu'offre ce vote. La motion de Jean-Christophe Cambadélis a obtenu la majorité absolue. Les chiffres sont désormais quasi définitifs. Sur place pour LCI, Cyril Adriance. Il aura fallu 24 heures pour voter, compter et officialiser les résultats sur 92% de votants avec une conférence de presse qui a suivi la commission de recollement qui a donc remplacé ces éternelles tractations qui se passaient à chaque fois lors des congrès socialistes et qui transformaient tout cela en un véritable épisode de la guerre des roses. Finalement, donc, après une heure de réunion avec des membres de chacune des motions, les résultats sont les suivants. 60% pour la motion A, celle de Jean-Christophe Cambadélis, avec le soutien de la quasi-totalité des ministres et de Martine Aubry. 29% pour la motion B, c'est celle des frondeurs. 1,5% pour une motion alternative, la motion C, et 9,5% pour la motion de Karine Berger. Finalement, tout est bien qui finit bien. On a eu quelques frayeurs ici, rue de Solferino, lorsque par exemple Pascal Cherki, le frondeur, est arrivé en disant qu'il y avait des irrégularités et que Jean-Christophe Cambadélis cherchait à gonfler son score. Finalement, une heure après, il l'a dit à la tribune, ce score, ces résultats, ils sont indiscutables, je cite, et incontestés, sans que l'on puisse savoir réellement ce qui s'était passé à huis clos pour que tout d'un coup, tout le monde tombe d'accord. Peut-être y a-t-il une nécessité à ce que le parti soit rassemblé pour le congrès de Poitiers qui se déroulera début juin. Et d'ici là, la semaine prochaine, il y aura un nouveau vote entre 17h et 22h jeudi, cette fois pour choisir le prochain premier secrétaire du Parti socialiste. Sans suspense, ce sera Jean-Christophe Cambadélis, mais face à lui, pour la forme, il aura le frondeur en chef de la motion B, Christian Paul. Vous l'avez sans doute suivi comme nous, Jean-Marie Le Pen était l'invité exceptionnel de Michel Field à 17h30. Le président du parti, suspendu, est bien sûr revenu sur la guerre qu'il oppose à sa fille Marine. Sur notre antenne, il a évoqué sa dernière rencontre avec la présidente du Front National. Écoutez. Je crois que c'est dans son bureau. J'avais demandé à la rencontrer. Nous avons eu une heure de conversation assez raide, il faut le dire. Marine étant arc-boutée sur ses préjugés, sur son point de vue. Et moi, sur le mien, bien sûr, nous sommes bretons, je le suis un peu plus qu'elle, n'est-ce pas? Et donc, je ne cède pas facilement, sauf devant des arguments intelligent et décisif, mais on aurait pu prolonger dans le cadre de cette méthode de conversation, alors que pour l'instant, ça a l'air de se faire par personne interposée, avec tous les risques que ça comporte. Son nom est à jamais associé au scandale judiciaire d'Outreau. Fabrice Burgot a été entendu en qualité de témoin devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Absent, son audition s'est faite par système de visioconférence. Il a été interrogé bien sûr sur Daniel Legrand. Je n'ai pas exercé de pression sur lui, dit-il. Interrogé également sur les multiples failles de ce dossier. Fabrice Burgot s'est défendu et a réglé quelques comptes, accusé d'avoir mené une instruction à charge. Il a dénoncé une instruction sous pression et a visé les médias. Uber est davantage fixé sur son sort. Le Conseil constitutionnel a en effet apporté des précisions quant à l'activité du service de VTC. Parmi les nouvelles règles, les chauffeurs ne devront plus pratiquer la maraude électronique en circulant sur la voie publique en attente de clients. Géraldine Noël. Le Conseil constitutionnel a donc validé deux dispositions de la loi Thévenoud. La première, les VTC ne pourront plus afficher simultanément sur leur application la disponibilité et la localisation des chauffeurs. Mais pour les compagnies de VTC, ce ne sera pas un frein. Il faudra trouver d'autres mécanismes pour informer le client du temps que le chauffeur va mettre pour arriver, par où il va arriver. Enfin voilà, ce sont des choses qui ne sont pas interdites, pour le coup, qui sont importantes, mais qu'on va devoir revoir dans l'ergonomie potentiellement. Deuxième disposition de la loi validée par les sages, le retour à la base obligatoire pour les chauffeurs entre deux réservations, absurde et impossible à mettre en pratique selon certains dirigeants. La base, c'est quoi? Pas clair. Est-ce que c'est le siège social? Est-ce que c'est un lieu qui est déterminé? Pas clair. Typiquement, les chauffeurs, ils ont des bases qui ne sont pas dans le centre de Paris, et donc ils ont, admettons, à peu près 50 km. Donc quoi, vous avez fini une course, vous devez rouler sur 50 km, et puis attendre sur place dans votre base qu'une autre course tombe.
Petite compensation toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé l'obligation du forfait pour les VTC non conforme. Les véhicules avec chauffeur pourront donc utiliser le même principe de tarification que les taxis, un mélange entre les kilomètres parcourus et le temps de la course, tout en ayant le choix entre ces deux modes de tarification. L'épidémie de grippe extrêmement forte cet hiver a contribué à une surmortalité record. 18 300 décès supplémentaires en France. Selon un bilan de l'Institut de veille sanitaire, il s'agit de l'excès de mortalité le plus élevé depuis la mise en place de ce système d'évaluation. C'était durant l'hiver 2006-2007. Et les plus de 65 ans ont représenté 90% de cette surmortalité. En Syrie, les djihadistes poursuivent leur méticuleuse avancée. Les passages frontaliers avec l'Irak sont désormais sous leur contrôle. La France appelle à de nouvelles négociations pour trouver une solution à la crise syrienne. Depuis Riga, François Hollande a affirmé qu'il fallait continuer à soutenir l'opposition démocratique modérée en Syrie. Oui ou non au mariage gay? L'Irlande doit trancher. Plus de 3 millions d'Irlandais sont appelés aux urnes. Le vote a débuté ce matin. Un référendum historique pour ce pays catholique. Et malgré tout, les sondages donnent le oui favori. Alexandra Durand. Dans ce bureau de vote de Dublin, les Irlandais sont venus répondre à une question. Êtes-vous pour ou contre le mariage entre personnes de même sexe? Un référendum qui a lieu 22 ans après la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays et qui a donné lieu à des débats passionnés. Si le non l'emportait, je serais dévasté. Ce serait une humiliation pour nous. Le débat n'a pas été suffisamment ouvert. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. C'est un jour historique pour l'Irlande, pour les homosexuels, pour leurs familles, leurs amis et pour l'avenir du pays. Nous voulons être traités de manière égale sous notre propre constitution. Nous sommes assez confiants que l'Irlande va voter oui. Un oui défendu par les principaux partis politiques, dont celui du Premier ministre venu voter ce matin. L'Église catholique d'Irlande a mené une campagne énergique pour le non. Mais dans ce pays profondément catholique, les bouleversements économiques et sociaux ont émancipé la population du dogme religieux et les scandales de pédophilie ont entaché la crédibilité de l'Église. Si le oui l'emportait, l'Irlande deviendrait le premier pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe par voie référendaire. On passe au sport, au football, et Didier Deschamps qui a appelé 24 joueurs pour le dernier rendez-vous de la saison de l'équipe de France pour affronter la Belgique au Stade de France le 7 juin, puis l'Albanie 6 jours plus tard. Le sélectionneur a convoqué les Turinois Patrice Evra et Paul Pogba. À noter l'absence de Karim Benzema blessé et la présence surprise de Paul-Georges Ntep. Écoutez Didier Deschamps. Paul-Georges Ntep est évidemment un jeune joueur qui est dans un profil de jeu différent, avec beaucoup de vitesse, de percussion, un joueur qui évolue sur le côté. Et dans tous les joueurs offensifs, et notamment les attaquants que j'ai eu à sélectionner, qui sont sélectionnés, ils jouent de plus en plus dans leur club en position d'attaquant axial. Donc d'avoir un joueur dans un registre différent, qui a fait de très bonnes choses avec le Stade de Rennais. Il a évidemment une bonne marge de progression, mais il a, je le répète, un profil et des caractéristiques qui sont un peu différentes par rapport aux autres joueurs. L'équipe de France toujours, mais des moins de 17 ans, cette fois-ci affronte l'Allemagne en finale de l'Euro 2015 ce soir. Et sous le feu des projecteurs, le jeune gardien Lucas Zidane, fils de Zinedine. Les Bleus sont déjà qualifiés pour le mondial qui se jouera cet automne au Chili. Et s'ils l'emportent ce soir, ce sera leur deuxième titre européen dans cette catégorie. On passe au tennis et le tirage bien sûr de Roland Garros. C'était tout à l'heure du côté de la porte d'Auteuil et il y a une affiche de rêve qui se profile. Raphaël Nadal, 9 fois vainqueur du tournoi, pourrait affronter en quart de finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Côté français, Gaël Monfils peut se préparer à un 8e de finale étincelant face à Roger Federer. Toute autre chose, prenons la direction de Canet, 35 ans. Après Loulou de Maurice Pialat, Gérard Depardieu et Isabelle Huppert sont à nouveau réunis. Image ici de leur montée des marches. Ils présentaient leur film The Valley of Love de Guillaume Niclou, l'histoire d'un couple séparé qui se retrouve en pleine vallée de la mort après le suicide de leur fils. Retour attendu pour Depardieu sur le tapis rouge. On dit que le colosse ne compte pas se laisser voler la vedette. Son dernier prix à Cannes date de 1990. C'était bien évidemment pour Cyrano de Bergerac. Et à suivre, le journal du Monde avec Vincent Hervouet. Très belle soirée sur RCJ.